Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être là. Bienvenue à ce meet-up numéro 2 de Tech Control, organisé et sponsorisé par ControlUp. Et ce soir, vous aurez le droit à deux sujets. Le premier, c'est l'intelligence artificielle et trading par Ashraf. Et après, il y aura un remix run par Raphaël. Il y aura un petit entracte entre tous les deux. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Mais avant, on va se présenter un petit peu quand même, parce que c'est bien. Donc nous, on est ControlUp, on est une USN à Bordeaux. On existe depuis 2019 en partenariat avec Dotmine, et je crois que j'ai vu Nicolas, il est là, voilà, le patron de Dotmine ici. Et sachez aussi qu'on recrute en ce moment, donc tout ce qui est développeur ou même tout autre profil. Donc pour ça, n'hésitez pas à aller voir ici Valentin Barry, notre CTO, et à la prod et notre CEO, Kevin. Voilà, et du coup, évidemment, on a une communauté donc Tech Control, et on va expliquer un petit peu ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est la communauté tech qu'on a fait, donc initiée par ControlUp, et du coup le but c'est vraiment le partage, la bienveillance, donc vous pouvez tous venir. Pour cela, comment on fait, il y a soit le Discord qui sera aussi en description de cette vidéo pour ceux qui nous regardent ici parce que c'est enregistré sur YouTube. Et évidemment, les meet-up comme ici, qu'on organise à peu près une fois tous les 2 mois, mais il y a aussi des after-work, enfin il y a plein de choses. On verra ça à la fin de l'événement, je vous montrerai ce qui se passe après. Et voilà, c'est tout pour ma présentation. Je laisse la place du coup à Ashraf. Profitez bien et à tout à l'heure. Ok, et ben on va laisser la place à Raphaël qui va nous montrer donc son remix run. Mon remix run. Merci. C'est parti. Wow. Est-ce que déjà ici il y a des devs React, JS, Node? Ok. Donc je devrais pas trop vous parler chinois du coup pour la soirée, vous devriez pouvoir comprendre là où je veux en venir sur Remix. Est-ce que déjà des gens connaissent Remix? Ou en ont entendu parler? Ah, plus que ce que je pensais. Ok, cool. Est-ce que déjà vous aimez Remix? Est-ce que ouais, certains l'ont utilisé à part toi? Ok. Moi je suis allé sur le front, j'ai pas compris. Sur le front, Je suis allé sur leur site. leur site est psychédélique. C'est là, mais j'ai pas compris quoi. Effectivement, il est psychédélique. Alors Remix, pourquoi on va parler de Remix aujourd'hui? Parce que Remix, assez vite, c'est un peu comme si c'était PHP, mais qui était sorti en 2022, enfin 2021 pour le coup, et backé par du JS et du React pour la partie front. Mais avant de rentrer là-dedans, on va rendre à César ce qui appartient à César. Remix, ça sort pas de nulle part en fait, on pense que c'est encore un nouveau framework. Alors oui, c'est un nouveau framework, mais il sort pas de n'importe où, il sort de la tête des 2 gars qui ont créé React Router. Alors certains connaissent React Router ou l'ont utilisé sans le savoir. Une solution de routing sur React. Donc c'est Michael Jackson. Alors, je sais pas si ça se dit Michael ou Michael, mais bon voilà. Et il est pas mort. Et Ryan Florence. Donc les deux là, c'est sorti de leur tête et on crée ça. Et les features qu'on va voir tout à l'heure dans Remix, vous allez les retrouver semaine prochaine ou dans 15 jours dans React Router dans une nouvelle version. Cette notion de action et loader qu'on va voir tout à l'heure. Donc Remix, c'est quoi? C'est PHP, mais plus précisément, c'est une solution full stack. Donc sur un seul serveur, on va avoir la vue rendue par React pour l'instant et la partie back-end qui est principalement du Node. Je dis principalement parce que suivant où on va hoster Remix, que ce soit sur des serveurs classiques ou sur du Edge comme Cloudflare, ce sera pas vraiment du Node étant donné que Node n'existe pas sur cette plateforme. Mais grosso modo, Remix s'occupera de tout, on va coder du Node. Et pourquoi React pour l'instant? L'objectif de Remix à moyen terme, et ça a déjà commencé par des petites alphas cachées sur GitHub, c'est d'être agnostique du front. Aujourd'hui, ils sont avec React,
Il y a un POC avec Vue.js. Il est prévu que ça fonctionne éventuellement avec Svelte. Et pourquoi pas Solid.js, si certaines personnes en ont entendu parler, gros concurrent, enfin sur le papier, de React. Et ils vont proposer de quoi, pour la communauté, de quoi créer ces connecteurs pour changer de front. Donc ce qu'on va voir là, potentiellement, peut être utilisable avec n'importe quoi, même si vous n'aimez pas React. Et ça, c'est pour plus tard. Ça vient de sortir là, c'est assez récent, Remix, hein, c'est de 2021. En plus, avant, c'était payant, c'était $1000 je crois par an. C'est devenu open source parce qu'il y a des gens qui ont financé la startup derrière ça. Et du coup, c'est devenu open source. Et ça s'installe assez facilement. En fait, on va faire un NPX, create Remix. Voilà. Donc Remix, c'est quoi concrètement? Je vous balance plein de mots, plein de buzzwords qu'on peut retrouver dans le monde Remix. Certains vont vous faire penser à Next.js. Parce qu'on se dit toujours, enfin ça se dit sur les réseaux, ça apporte quoi à Remix? On a déjà Next.js, pourquoi ce truc-là? Parce que visiblement, ça a l'air de faire à peu près la même chose. On a une partie back-end qu'on peut retrouver sur Next.js avec les API, avec les get server side prop, etc. Et du coup, Remix, c'est à peu près pareil. On retrouve un système de nested root et de layout root. Alors, nested root, c'est la capacité de pouvoir créer les URL de son site ou de sa web app avec des noms de dossiers et des noms de fichiers, ce qui existe déjà sur Next.js. Mais ça va un peu plus loin, ça va même beaucoup plus loin sur Remix avec un système de layout root qui va arriver sur Next.js prochainement parce que visiblement ils ont eux aussi pris l'idée ou ils l'auraient eu en même temps. Ça paraît louche, mais du coup ça va arriver bientôt. C'est une RFC chez Next.js. Et Remix du coup c'est un serveur, du coup c'est full stack et principalement SSR. Ça ne va pas fabriquer les pages HTML en avance comme ça peut être le cas sur Next.js. Ça va vraiment être du full SSR. La page qui va être rendue va déjà avoir ses datas, c'est du HTML classique. Et après derrière, évidemment, React prend le pas côté client sur si vous utilisez des use effects ou ce genre de choses. C'est pas que des nested routes et des layout routes, c'est aussi des ressources routes, un peu système d'API sur Next.js, c'est-à-dire que vous pourrez avoir des routes qui ne renvoient que de la data et qui ne renvoient pas de HTML. Ça peut être hyper pratique si vous comptez faire un front, une seule instance en fait de votre appli, et de proposer à la fois des API pour votre appli mobile et aussi consommer par vos vues. Ça peut être intéressant. On pourrait même aussi faire que des ressources routes, parce que derrière Remix, qu'est-ce qui se cache sur la partie back-end? C'est un Express.js de base customisé par Remix, simplifié, et on peut aussi l'utiliser avec toute la puissance d'Express.js. Et dans ce cas-là, mettre ses middleware, etc. Je ne rentrerai pas dans le détail ici, dans cette presse, sinon on est là jusqu'à demain, mais c'est à savoir. Donc à la fois, on peut injecter la data sur le front et à la fois, elle peut consommer sur les imports API. Elle peut tout faire. Et on va le voir tout à l'heure. C'est vraiment le principe full stack. Elle produit une partie serveur, un bundle serveur qui va être installé sur un serveur et un bundle front. Elle peut consommer l'API pour... Ouais. Et elle se consomme. Elle va faire ce qu'on va voir, les queries et les mutations. Retenez bien le code couleur. J'ai essayé de le respecter un peu partout pour faire un petit fil rouge. On va voir ce que c'est la notion de queries et de mutation et on va voir comment c'est consommé hyper simple aujourd'hui. Il y a aussi un système de parallel fetching. On va le voir juste après, ce que c'est le parallel fetching et pourquoi c'est game changer dans Remix et ce que font pas les autres. Et enfin, il y a la promesse du zero loading state. Techniquement, avec Remix, vous ne serez jamais amené à mettre des petits spinners qui tournent parce que votre data est en train d'arriver. Il y a aussi une notion de session cookie. Donc à l'ancienne, vous allez réapprendre à utiliser des cookies comme à l'époque. Des vrais cookies avec les headers qui vont bien. Tout ça de façon réactualisée aujourd'hui. Je ne sais pas si on verra cette partie-là qui est quand même assez technique. On s'en sert beaucoup pour l'authentification, pour garder les tokens des utilisateurs de session en session. Et enfin, un mot qui est très à la mode en ce moment, en tout cas si on suit un peu le Twitter, c'est le progressive enhancement. Partir de quelque chose qui fonctionne et progressivement rajouter des petites features pour montrer que la data est en train de... Alors pas de loader, mais plutôt que l'action est en train de se passer, qu'on est en train d'envoyer des datas
etc. Alors, on fait un rapide tour, parce que je pense que vous voyez à peu près à quoi ressemble le layout routing ou le nested route avec les noms de folders et les noms de fichiers. Donc ici, c'est un petit exemple. Je ne sais pas si on voit pas ma souris. On la voit. Elle est là. C'est un petit exemple. Ces pages-là, en fait, représentent le principe du layout route. Le layout route, c'est quoi? C'est vous avez une page parente. Donc ici, prenons celle-ci, elle s'appelle, du coup, c'est route. Bon. C'est l'index du site. Vous avez ensuite une partie sales, une partie invoice. Plus vous creusez dans l'API, en fait, dans votre site avec les différentes routes. Et bien tout ça, en fait, tout ce qui se passe ici, c'est le même wrapper, en fait, le même composant ici, qui va contenir la partie sales, qui va contenir la partie invoice, qui va contenir la partie invoice detail. Tout ça, en fait, va se partager le même code sans être obligé de réimporter un composant de page en page. On a fait un layout et on y imbrique des pièces. Et ces pièces-là, on va le voir un peu plus tard dans une démo qui s'appelle des outlets. Ces pièces-là, en fait, vont rendre une portion d'URL. Donc à l'intérieur de vos layouts, vous avez ce petit composant React, outlet, à placer là où vous souhaitez rendre la partie d'URL enfant qui va arriver. Ce qui permet d'avoir zéro loading, parce que vous allez... Remix est assez intelligent en fait pour savoir que la data, par exemple autour d'invoice, quand on clique ici pour choisir une invoice, il sait que ça ne change pas. Et il va rendre exactement le même DOM, mais il va juste régénérer la partie qui change parce qu'on a changé d'URL. C'est ça qui est assez magique, et c'est ça qui va arriver ailleurs, et ça arrive aussi dans React Router bientôt. Donc même si vous n'avez pas Remix et que vous n'avez pas la capacité de changer de stack, mais que vous avez React Router, vous pourrez arriver à ce genre de mise en place lors des prochaines updates. Il y a plus de possibilités, j'ai mis un lien sur le système de routing. Là, j'ai pris le plus simple, dossier, fichier, pareil dans l'exemple. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs façons de l'écrire. Si j'arrive à publier ce slide, il y aura un site ici avec des exemples de tous les systèmes de routage. Et là, on est à la V1 de Remix, ça va évoluer. En V2, ils veulent prendre... ils voudraient pas obliger à prendre un système particulier, mais ils voudraient vivement conseiller un système. Je ne veux pas en parler là, comme ça vous pourrez découvrir ça comme ça et faire votre avis plus tard. Donc le parallel fetching, c'est quoi? Parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, nous, quand on fait du React, en général, pour fetcher la data, on va utiliser useQuery ou SWR si on fait du Next.js. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du component fetching. C'est-à-dire que c'est nos composants. Dedans, on va avoir des useEffects, des useState, si on fait ça à l'ancienne, ou des useQuery, à l'intérieur du composant lui-même pour aller fetcher la data dont il a besoin. Ce qui fait que techniquement, quand notre page s'affiche, une page compliquée comme ça, j'ai encore perdu la souris, bon, peu importe, une page compliquée comme ça, on va devoir recevoir le document initial, enfin monter la page, downloader le JS avec React dans le browser, et puis une fois que React est là, il va monter les composants. Puis si les composants sont imbriqués, il va devoir monter le composant parent, puis après le composant enfant, puis l'enfant de l'enfant, etc. Et si tous ces composants-là fetchent de la data sur une API, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir attendre qu'il soit monté. Puis une fois qu'il est monté, il va lancer sa query. Puis on va attendre que la data arrive. Donc on va mettre des loaders partout ou des machins là, qui bougent. Là. Des squelettons. Voilà, des squelettons. On va mettre ça partout et en fait moi personnellement, à force, je trouve ça chiant. Et en plus, s'il y a une erreur, alors là, c'est une catastrophe parce que du coup, qu'est-ce qu'on fait? On n'affiche rien ou pas, on ne sait pas. C'est un petit peu, voilà, il faut faire des ifs partout. Et le parallel fetching, c'est quoi? C'est que c'est pas que propre à Remix, hein, soyons honnêtes, c'est propre au SSR. La page, elle est buildée côté back-end. Et du coup, quand la page elle arrive toute prête avec ses datas. Et ce qui est souvent, enfin moi perso, avant Remix, les seules expériences de SSR que j'ai eues, c'était à Cdiscount, parce que je ne me suis pas présenté au début, pardon. J'ai beaucoup travaillé à Cdiscount, avec Valentin notamment. Et la seule expérience de SSR que j'avais, c'était une espèce de note bizarre qui rend je sais pas quoi, mais au final, c'était pas trop la page complète qui rendait. Donc je pourrais pas dire si avant il y avait des trucs mieux pour faire du SSR. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, ça c'est tellement facile de le faire qu'on se pose même pas la question de est-ce que je fais du SSR ou pas. On code et ça marche. Et moi, je retiens que ça sur Remix. On code, ça marche, on code vite.
et c'est plutôt bien pensé. Alors voilà, ça tombe bien comment ça marche, sans transition. Ça, c'est un exemple, vous le retrouvez sur le site qui a fait peur, qui t'a fait peur. C'est un exemple en un screen, qu'est-ce que c'est Remix? Alors si j'avais ma souris, ce serait parfait. J'ai ma souris. Remix, ça se compose en plusieurs parties, parce que c'est full stack. La partie qu'on connaît tous, nous, c'est ici, là, c'est en bas, on exporte default quelque chose. Alors le default est important, Remix a une convention, il faut absolument que l'export default, ce soit une vue, quelque chose à rendre. Donc la partie React pour le coup. On exporte un composant qu'on connaît tous. Voilà, ça c'est un form. On va y venir, les forms reviennent à la mode, c'est la façon de poster de la data, d'où les petits codes couleurs là. C'est la façon de communiquer, de faire une mutation. Donc tout ce qui va être post, put, etc. Et c'est aussi grâce aux formes qu'on va pouvoir faire du progressive enhancement et suivre là où en est notre soumission en fait de ce form. Où il en est, est-ce qu'il est en attente, est-ce que c'est en cours, est-ce qu'il a fini. Tout ça grâce à ce petit truc là qui s'appelle use transition, on va le voir et l'utiliser tout à l'heure. Et ensuite il y a deux autres parties. Donc les noms, c'est obligatoire, la convention de nommage, ça doit s'appeler loader et action. Il y en a d'autres, mais vous les découvrirez certainement si vous vous mettez à tester Remix. Les loaders vont répondre au get en fait. Et si on regarde ce petit exemple-là, donc c'est un truc qui rend une liste de projets. Les projets ne viennent pas d'un useQuery ou un SWR ou n'importe quoi, ils viennent d'un hook qui est particulier, qui s'appelle useLoaderData et qui va permettre de connecter le front de la page en cours avec son loader. Et le loader, son but, lui, dès qu'on va demander à fetcher une page, on va aller sur une URL, c'est le loader qui va être appelé. Donc le loader va aller, la page va être demandée, mais le loader va se lancer. C'est dans le loader que vous faites toutes vos requêtes. C'est là la partie node. C'est ici qu'on fait... De quoi? C'est côté serveur ça? Ouais, ça en fait, je ne voulais pas trop en parler, bon c'est pas grave. Remix, ce qu'il fait, c'est que quand il compile, il extrait ça en fait, d'où la convention forte. Il extrait le code serveur pour en faire un bundle serveur et l'enlever du bundle front. Ce qui fait qu'on a un front hyper léger dans le JS qui télécharge. Il y a quelques subtilités, et dont une, je vais la dire tout de suite, on la reverra après, aucune utilisation d'API du browser là-dedans. N'attendez pas à avoir un window point quelque chose, n'attendez pas à essayer d'utiliser des API du browser, vous aurez une belle erreur qui vous dit que du code front est dans le bundle serveur, et vice versa ici. N'essayez pas d'utiliser du Prisma pour les bases de données, ou d'utiliser quelconque chose qui serait uniquement destinée au back-end. Il y a une convention après dans le nommage des fichiers, je veux rester simple, peut-être on la verra tout à l'heure, pour éviter ce genre d'erreur. Parce qu'il est intelligent mais moyen quand même, c'est encore le début. Du coup on peut l'aider en nommant ses fichiers avec un point serveur ou un point client, pour lui dire ça, c'est sûr et certain ça va côté serveur. Parfois il faut l'aider. Du coup, le loader va donner des datas à notre front lorsque la page va être générée côté serveur. C'est comme ça qu'il communique. Et l'action, vice-versa, c'est que lorsqu'on va soumettre quelque chose, un form, on verra qu'il existe autre chose pour soumettre qu'un form. Si on n'a pas envie d'un form, il existe des hooks. Remix propose des hooks qui vont ni plus ni moins mimer ce que fait un form traditionnel. Parce que le form, il faut savoir que c'est une fonctionnalité native au navigateur web, et qu'il faut l'utiliser, on l'a trop longtemps oublié, on ne sait plus ce que c'est des formes data, on ne sait plus ce qu'on sait faire, c'est du JSON et des requêtes XHR. Mais les navigateurs, eux, savent exactement envoyer de la data à un serveur, sauf que c'est un peu chiant aujourd'hui parce qu'ils naviguent en même temps. Quand on poste un form, en fait on va sur la page de destination. Mais ça, c'était avant Remix. Et voilà comment on connecte le back et le front. Ça va prendre tout son sens au fur et à mesure, si c'est trop abstrait. Mais en une image, vous avez un exemple concret de qu'est-ce que demain vous iriez coder si vous deviez faire ça. Donc plutôt simple parce que vous avez tout du coup sous les yeux. Alors les loaders, donc j'en ai parlé, ça va répondre au HTTP GET, soit par le navigateur. Donc si vous atteignez la page, vous tapez le nom de la page, et elle a une vue, si cette page a une vue, du coup, le loader va être appelé pour vous, va générer le HTML.
pareil, je dis beaucoup, on le verra plus tard, Si vous êtes sur ce qu'on appelle une ressource route, donc une route qui n'a pas de vue à rendre mais de la data à rendre, vous aurez en retour du JSON. C'est pour ça qu'on précise ici JSON. Si on prend les choses de haut en bas, tous les loaders, c'est pareil pour les actions, reçoivent en paramètre un objet request. Donc ça, c'est le request de la fetch API qu'on peut trouver sur MDN. C'est c'est use the platform, comme ils disent. Il n'y a pas de magie derrière, c'est la vraie requête, telle que l'API fetch de Node l'a définie. On reçoit ce truc-là, et à nous d'en faire ce qu'on veut. Dedans, vous avez le form data. Avec les data, vous avez les headers pour vérifier les tokens, etc. de vos utilisateurs. Donc ici, dans cet exemple-là, ce qu'on a, c'est que... Voilà, c'est mieux. Ce qu'on a, c'est qu'on passe la requête à un composant, et puis notre composant va dire si oui ou non on a un user ID stocké dans un cookie. Ça, c'est pour protéger des pages. Par exemple, ce genre de fonctionnalité, là, vérifier qu'un utilisateur est connecté, on va... Ça peut paraître un peu bizarre, mais ça se comprend. On va cette ligne-là, je vais l'avoir à autant d'endroits, dans autant de loaders où j'ai besoin de vérifier que mon utilisateur est connecté. Il n'y a pas un système de middleware magique quelque part qui va cacher pour moi quelque chose qui est fait sur ma requête. C'est à moi, développeur, vraiment d'écrire sur cette route que doit faire le loader. Il doit vérifier l'utilisateur, très bien, vérifier l'utilisateur. Il doit vérifier les params. Ici, il n'y a pas d'ID. Parce que vous recevez aussi un objet params dans lequel vous avez les ID dans votre URL. Parce que les fichiers, on va le voir, les fichiers peuvent être nommés avec une convention particulière qui indique ici un placeholder pour un ID et qui donnera son nom à l'ID dans les params. Et on fait nous-mêmes notre logique. Tout ce qui est important, à la fin, c'est deux choses. C'est soit vous retournez quelque chose, donc ici JSON, c'est une fonction en fait qui va faire pour vous un new response en setant le acceptEdder, application JSON, c'est trop chiant à écrire, du coup il y a un helper. Et soit vous throwez quelque chose, et aujourd'hui c'est sympa de throw dans certains cas, on va le voir, soit vous retournez du JSON, même vide ou nul ou undefined, il faut retourner quelque chose. Sinon vous aurez une belle erreur parce qu'on doit donner une réponse à notre consommateur. Pour l'instant, ça ne va pas faire sens dans vos têtes si vous n'avez jamais vraiment utilisé Remix, mais il faut savoir que tous les loaders d'une page montée, donc je vais avoir 50 slash, du coup j'aurai une route montée avec plein de petits morceaux de route, tous les loaders de toutes ces routes vont être rejoués après une action. Et c'est comme ça que Remix va garantir la synchronicité des datas dans tous les fronts. C'est pour ça que l'exemple qu'on a vu tout à l'heure avec les invoices, etc. Si on bouge quelque chose au bout, lorsque la page va être rendue, tout sera clean. Tout sera à jour, parce que tous les loaders vont se rejouer, et s'il y a une modification en sortie de ces loaders, alors Remix va régénérer la portion de page qui a changé. Exemple, si j'avais la liste des factures à gauche, et que j'avais le CRUD de la facture à droite, donc sur deux composants différents, donc c'est ça, ouais. Deux composants, mais globalement deux composants. Si c'est deux routes, si j'édite à droite, la route sera, la portion d'URL qui était pour la liste des factures, elle sera mise à jour aussi. Elle va refetcher, ouais. Et elle va re-render si et seulement si il y a vraiment quelque chose qui a bougé. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on a un affichage de page instantané. Et enfin, chose à savoir, c'est pourquoi ici, si on veut protéger des routes, chaque portion de route, par exemple Pokédex doit être protégé, Pokémon ID doit être protégé, il faut faire cette vérification dans chacun des loaders. Pourquoi ? Parce que toutes les routes sont appelées en parallèle. Lorsque Remix va construire les fronts, il va appeler tous les loaders en même temps. Il n'y a pas le loader du parent, le loader de l'enfant, etc. C'est tout en même temps. Donc si vous avez besoin de data, même si c'est la même data, il va falloir les rappeler dans les loaders pour vos portions de route. On verra que cette assertion n'est pas toujours vraie, mais elle aura une contrepartie. Parce que dans ce cas-là, vous basculerez automatiquement dans le front qui fetch le back. D'une façon très simple, mais si vous avez des impératifs perf et qu'il est plus profitable pour vous de mettre du cache là où vous allez chercher la data, et donc de faire 10 fois le même appel dans une route, ça vous coûte rien parce que vous retournez du cache. Dans ce cas-là, ça gênera personne du coup de refaire ces appels dans les loaders. Ça peut paraître une contrainte, mais plus on utilise, plus on se dit ok, ça paraît normal. Ou alors je m'en suis auto-convaincu, mais ça peut paraître normal. Les actions, du coup les actions ça va répondre à tout ce qui est pot, patch, delete. Et c'est pourquoi dans l'objet request que vous avez, si vous avez vraiment envie de faire un routage particulier, j'ai reçu un post, je veux faire ça, j'ai reçu un put, je veux faire ça, vous n'avez pas de moyen direct
de créer un action post ou un action put. Vous allez recevoir toutes les requêtes. Vous pouvez du coup mettre en place, fort probable qu'il y ait une lib npm qui est sortie depuis, un routeur basé sur le request.method. Et request.method égale post, alors vous allez exécuter telle portion du code ou passer à la suite, etc. Ça, voilà, faut savoir que vous recevrez toutes les requêtes et c'est à vous, développeurs, là c'est back to basic, hein, vous recevez le truc, à vous de voir, quoi. Oui, on peut faire un switch, ouais. C'est une façon assez simple et rapide de le faire. Voilà, ça peut paraître, le but là des gars qui font remix, c'est ils veulent pas créer de la super magie comme on en a trouvé partout jusqu'à présent. Ils nous donnent brut les requests, les params, à nous de faire notre logique derrière. Personnellement, pour avoir utilisé beaucoup de frameworks magiques comme React Admin, désolé, retrouver quelque chose où c'est moi qui maîtrise, et c'est peut-être pas plus mal en fait que quelque chose qui c'est pas moi qui l'ai décidé. Je reçois de la data, mais si je veux autre chose, bah je peux faire une issue sur GitHub, mais ils s'en foutent. Ça répond pas à mon besoin, donc je trouve ça plutôt pas mal cette façon de faire. Alors on reprend le contrôle un peu et on réapprend un petit peu à coder parce que je sais pas si beaucoup se souviennent d'utilisation des cookies. Moi ça remontait quand je faisais PHP. Après aucune idée. Du coup c'est pas mal. Ça redonne un peu d'envie de développer. C'est peut-être que pour moi après. Je sais pas pourquoi j'écris tout type de route. Bon, passons. Les formes. Du coup, les formes, c'est la façon naturelle, classique du web d'envoyer de la data à un serveur. Donc là, ce petit form là, il a un F majuscule. Du coup, c'est pas pour rien, parce que c'est un form qui vient de Remix, on va voir, il a ses avantages. Ce qui fait ce composant React là de form, c'est qu'il fait la mimique du form originel qu'on peut avoir en HTML. Et il va un tout petit peu plus loin, c'est qu'il est capable de, oui ou non, remplacer l'historique. Il est capable d'être remplacé par un autre type de form qui s'appelle un feature form. On verra que ça a son utilité pour certains use cases. Parce que nous, les forms qui redirectent, ça peut être bien, c'est peut-être un cas qu'on veut, mais ça peut aussi être pas du tout ce qu'on veut. Si c'est un champ pour souscrire à une newsletter, quand on clique enregistrement, on n'a peut-être pas envie de changer de page, on va peut-être rester sur la page où on est. Remix propose ça, et on verra si j'ai le temps, une petite démo de ça. Et enfin, on récupère ces datas dans l'action, donc un form. Vous voyez ici, il n'y a pas de onSubmit, prevent default, là, le truc qu'on a beaucoup écrit et qu'on explique aux nouveaux devs. Tu fais ça parce que sinon il va faire le rôle du form et on ne veut pas qu'il fasse le rôle du form. Du coup, il n'y a pas ce truc-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsqu'on utilise Remix, dans ce cas-là, on s'en fout. C'est pas nous qui allons faire le submit nous-mêmes. Il est intelligent, lui, il sait que quand je vais cliquer sur submit, et il sait que quand je vais cliquer sur submit, c'est pour aller sur cette action-là qui est au-dessus de lui. Et s'il n'y a pas d'action au-dessus de lui, parce que mon action elle est partagée et puis je l'ai dans une autre route, ben c'est pas grave. On va lui mettre ici la propriété action. Voilà, merci. Et on va lui dire où se trouve l'action. Et du coup, bah, il va aller poster là-bas. Ce qui fait qu'on peut avoir des petits formes partout sur sa page pour des actions bien précises qui pointent à droite à gauche. Ou on peut y mettre aussi des input hidden, hein, si on veut pour chaque forme donner un type. Ça pourrait être, je sais pas moi, en hidden on pourrait avoir en name un type et en value on pourrait avoir add to cart ou remove to cart ou ce genre de truc et puis tout gérer dans une seule action. Bon, évidemment le code qui est dans l'action, hein, vous pouvez le diviser et le mettre dans des services ailleurs et les convoquer ici dans l'action. L'action c'est vraiment, vous voyez ça comme la partie contrôleur si vous faites du Express.js, quoi. Vous pouvez ou tout faire ou découper et appeler vos services ici. C'est vraiment libre. Vous faites comme vous voulez. Et donc les formes, c'est la façon d'envoyer de la data. Et enfin une démo. Enfin, il y a d'autres trucs qui viennent, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Une démo. Alors, on va créer, je vais vous montrer vite fait la démo. Et après, éventuellement, certains points de code qui pourraient être intéressants. Donc là, on a un petit truc, un petit site qui fonctionne sur du coup full remix. Et ici, on a un petit Pokédex. Et à chaque fois, là, je change de page, c'est instantané. En même temps, je triche un peu parce que je suis en local, donc du coup, même si je voulais un loader, j'en aurais pas. Du coup, voilà. Ici, tout ce qu'on voit, en fait,
toute cette partie, c'est en fait une layout route. La layout route, en fait, elle va rendre la liste. Et puis ici, cette partie blanche là à gauche, c'est un composant, c'est outlet. C'est voilà, le placeholder, il y aura quelque chose ici. Et à mesure qu'on clique sur ces liens, en fait, on fait une navigation, on change d'ID ici, 03, etc. Et la partie de droite, en fait, elle se re-rend pas. Seule la partie de gauche se re-rend. Et pourtant, on traverse tous les fichiers, toutes les routes. Ensuite, là où on va aller creuser encore plus loin sur notre système de layout route, c'est que là, ici, j'ai fait un petit système de tab. Donc, on peut aller naviguer, en fait. Ça, c'était juste pour Cynthia. On peut naviguer et ici, en fait, on pourrait se dire aujourd'hui, comment je fais ça? Je vais faire ça avec React, je vais faire des tabs, etc. Je vais gérer le state, la tab 1 est active, etc. Et en fait, ici, pas du tout. Cette technique là où on est là, c'est une navigation. Si on regarde l'URL, en fait, je change de page. Et je change de page, mais en fait, c'est instantané. On a l'impression qu'on est en full client-side et qu'il n'y a rien, qu'on ne fait pas d'appel au serveur, que c'est juste du state. Et que toute la donnée qu'on a là, en fait, on l'avait déjà et on l'affiche. Et bien non, à chaque fois que je clique ici, dans le loader, je vais chercher dans les loaders de ces sous-routes, je vais chercher les infos qui m'intéressent. Et ça peut aller encore plus loin. Ici, j'ai envie de capturer ce Pokémon. Et ici, alors, au début, c'était une modale. Enfin, ça ressemblait à une modale. Du coup, j'ai mis tout le fond noir. Mais croyez-moi, ça, c'est une modale, en fait. Dessous apparaît le contenu. Alors, je ne sais pas si je pourrais, là, tout de suite, le virer. Voilà. Vous voyez, en dessous, il y a le contenu. Et là, en fait, on peut se dire, ok, c'est une modale, on sait faire, sauf que dans cette modale, là, il y a zéro code React, il y a zéro useState, il n'y a pas de isOpen, dismiss, etc. Dismiss, on regarde l'URL, ici, je suis sur une URL particulière, donc je suis toujours sur une sous-route de mon ID de Pokémon. Je suis dans Catch, et ici, un Catch ID. Et mon dismiss, c'est juste un navigation back, là où tu étais avant, en fait, avant de t'ouvrir. Ça, c'est pratique pour partager des URL, pour avoir la prise dans une position décidée. Si je veux partager un élément là, pour partager exactement la vue que j'ai actuellement, le fait d'avoir cette URL imbriquée comme ça, ça permet de retrouver la vue exactement. C'est exactement parfait, parce que c'est exactement ce que je voulais en venir. Cette technique-là est hyper intéressante quand sur vos applis que vous développez, il y a un formulaire, je sais pas moi, d'adhésion ou de modification de quelque chose, et que vos utilisateurs ont envie de se partager cette URL ou de la bookmarker parce qu'ils utilisent souvent ce formulaire ou ce genre de choses. Et là où en React on est bloqué parce que du coup c'est difficile de dire que par défaut la page quand tu vas l'ouvrir elle aura isOpen à true, eh bien on peut utiliser cette technique. Et ce formulaire c'est ni plus ni moins qu'un outlet comme les autres, comme ici, comme les sous-navigations. Ensuite on a bon, du coup je vais le relâcher lui, hop. Salut. Alors on va reloader parce que j'ai perdu voilà, j'ai perdu mon truc. Ici c'est cool, jusqu'à présent c'est cool, mais on est dans le happy pass en fait. Tout marche, donc du coup il n'y a rien à montrer. Alors on va faire tomber un truc, on va faire tomber par exemple cette route parce que là c'est une ressource audio du coup qui est parce que Remix peut aussi diffuser des assets, toutes les images et tout sont hébergés sur le serveur, dans un dossier public, etc. Comme on peut le faire sur des Express. Il n'y a rien à configurer. Vous avez public, vous mettez un dossier, puis après là, pour le coup c'est peut-être un peu magique. On va essayer d'aller faire péter cette route. Du coup, c'est tellement gros pour moi que je ne sais plus où on est. Voilà. Ah, voilà. Il y a une erreur. Alors, il y a une erreur sur cette route, sound, parce que je n'ai pas pu charger le son. Mais là où d'habitude c'est toute la page qui crache, en fait là c'est seulement la portion de la page qui va du coup cracher et qui va pouvoir rendre ce que vous voulez. Moi j'ai rendu un grand rectangle rouge parce que du coup en CSS là je savais pas trop faire un carré, du coup j'ai laissé ça comme ça. Mais vous pourriez rendre quelque chose, un bouton retry parce que cette sous-route elle avait une ressource à charger a posteriori ou pendant le truc et ça n'a pas marché. Ou n'importe quoi en fait. L'important ici c'est que ça n'a pas craché toute l'appli en fait. Je peux aller partout, il y a juste la route qui marche pas quoi. Et cette magie elle vient d'où? Alors d'un truc que je vais pas expliquer, mais sur chaque page sur Remix que vous faites, donc ici export default c'est ma page, Sounds page,
Elle fait rien d'intéressant, elle n'a pas de loader, etc. Pour le coup, elle chargeait un asset statique basé sur les params. Parce que oui, on peut aussi récupérer les params dans le composant, on n'est pas obligé toujours de faire tout dans un loader, hein, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez toujours fetcher depuis vos composants React, vous pouvez aussi le faire. On verra après un exemple. Le mieux, c'est quand même d'utiliser loader si vous voulez toute la puissance de la rapidité du truc du SSR. Et il existe deux autres fonctions qui portent des noms bien particuliers à exporter qui s'appellent Error Boundary et Catch Boundary. Et ces deux trucs-là, en fait, leur but c'est quoi? C'est Error Boundary, il va catcher tout ce qui est 500 et il va remplacer la vue de ce composant par ce qu'il y a ici. Et le catch, ça va être toutes les erreurs 400 et vous pouvez du coup aussi if else sur les statuts ou switcher si vous êtes amateur de switch case et rendre ce que vous voulez en fait. Faites la partie que vous voulez. On peut peut-être même ici faire ce truc là. Non, là on s'est fait arrêter avant. Parce que du coup j'ai mis des erreurs boundary aussi sur le composant général et j'aurais peut-être pas dû pour ce coup là. Donc voilà, vous pouvez catcher localement les erreurs. Si vous ne le faites pas, ça va remonter à l'erreur catch de votre parent. Parce que vous ici, là, vous n'êtes qu'un outlet de quelque chose d'autre. Alors, on va le voir. Et c'est votre parent qui va le catcher. Donc c'est quoi un outlet? Un outlet c'est ça, voilà. Ici, là, ce truc-là, outlet, vous êtes sound, release, évolution, catch slash index ou catch slash voilà, registration ID. Vous êtes ici, cette portion de page, tout ce qui est au-dessus de vous, c'est peut-être un peu gros, tout ce qui est au-dessus de vous ici, la Pokémon page, c'est ce qu'on voit ici en fait, toute cette partie, plus ça. Parce que pour tricher un peu, j'ai fait rendre ce truc-là ici sans créer de navigation, sinon c'est un petit peu le bazar. Et tout ça, en fait, c'est du code, c'est cette page qu'on voit là. Et seule la partie qui va bouger, les parties enfants, vont être calées dans les outlets. Donc il y a beaucoup d'HTML, je suis désolé, j'aurais voulu faire plus simple. Et c'est ici qu'on va placer les enfants. Si on remonte d'un niveau, ce truc là à droite et ce truc là à gauche qui est rendu, en fait tout ça vient de, je l'expliquais tout à l'heure, d'un layout route. Alors une layout route, ça s'écrit comme une route, c'est-à-dire on crée un fichier, et il y a une convention, c'est qu'on lui met 2 underscores. D'accord, celui-là il s'appelle Pokédex-layout et il y a un dossier qui s'appelle aussi Pokédex-layout et avec 2 underscores. Ça c'est ce qu'on appelle une passless route. C'est que ça va créer, pour Remix, ça va être une route mais qui n'a pas d'URL en fait. Et les composants qui vont être à l'intérieur, les routes qui vont être à l'intérieur vont hériter de ce layout. Donc vous pouvez extraire votre layout dans du code tel que vous le feriez pour une route normale. Hein, elle a ses loaders, elle a tout. Elle, hein. Vous pouvez fetcher dans les layouts, etc. Elle a la totale. Et les enfants à l'intérieur, en fait, vont hériter de tout ce layout autour. Ce qui nous donne un truc comme ça. Non, c'est pas ça. Bon. Je suis nul en raccourci clavier. Hop. Ce qui nous donne en fait notre partie de gauche, ce truc là, c'est l'outlet. Notre partie de droite, c'est du coup un form pour le bouton déconnexion. Et le reste, c'est juste une liste basée sur la liste des Pokémon qu'on a récupéré pour générer notre petit truc à droite là. Et notre liste de Pokémon, elle vient du coup d'un loader. Et un loader en plus qu'on a customisé en fait, c'est que là on obtient les Pokémon du user courant. Alors le user courant il a été récupéré parce que précédemment je me suis connecté et on a sauvegardé en session, attention ça fait un peu peur, on a sauvegardé en session le cookie. Donc quand on dit cookie, c'est pas le truc public là qu'on peut modifier côté navigateur. C'est vraiment un session cookie, il n'est lisible que par le back-end si on le configure comme il faut. On peut lui donner une durée de vie pour forcer l'utilisateur à se reconnecter, etc. C'est pas le truc open bar où n'importe qui peut modifier et vous voler votre session. Ce sont des session cookies. Voilà. Et ça se définit comme ça. C'est un cookie fichier comme sur PHP, c'est-à-dire qu'il génère du load mémoire aussi. Alors il y a plusieurs, quand on parle d'un session cookie, il va rentrer dans l'enclave sécurisée du navigateur, mais il ne sera jamais accessible par du front en fait. Pour essayer, c'est une protection offerte par les navigateurs. Et il en existe plein, vous pouvez créer des sessions en base de données. Si votre business dit que les sessions utilisateurs, c'est des lignes dans une table pour suivre qui est connecté ou pas, c'est possible en 2 lignes. À vous, vous avez une interface, à vous de respecter cette interface. Hein. Create cookie, ça va faire, je sais pas moi, insert into DB, enfin un truc comme ça. Vous pouvez faire en memory, vous pouvez faire en file. Il y a plusieurs façons de faire.
La doc est relativement bien expliquée, elle évolue assez vite, ce qui est plutôt pas mal. Je sais pas combien de temps il me reste. Tu as non. Bon. Parce qu'en fait, je voulais montrer un truc. Si, je vais montrer un truc. Parce que là, on est toujours dans le Happy Pass, en fait. Mais Pokémon, ça s'attrape pas comme ça, en fait. Alors déjà, c'est pas rapide. Donc si moi, j'essaye de capturer mon Pokémon et que c'est pas rapide, je vais cliquer. Et en fait, on ne sait pas ce qui se passe. Alors ça dure 5 secondes. Ah voilà, j'ai attrapé. C'est pas cool. Franchement, on n'a aucun feedback utilisateur, on ne sait pas ce qui se passe. Ça c'est la problématique avec ça, c'est parce qu'on n'utilise pas les formes classiques. Alors si j'avais retrouvé dans mon bazar, voilà. Du coup, si on utilisait un forme HTML classique, après tout, pourquoi pas, c'est censé marcher. Du coup, là, je vais le capturer et on a ici dans la tab un petit loader. Donc ça, c'est le comportement natif des navigateurs. C'est hyper cool et ça me renvoie sur la page. Donc après tout, pourquoi pas. Ça pourrait être... non, on va te garder capturé. Ça pourrait être assez intéressant en fait de se dire, bah voilà, j'ai un truc qui fonctionne, j'utilise un format HTML, pas de souci. Sauf que du coup, si ça fail, parce qu'on pense jamais, on pense pas souvent à si ça fail, du coup, qu'est-ce qui se passe? Là, je suis en train de capturer, ça va encore prendre 5 secondes. Je perds vraiment 5 secondes, à chaque fois je vais peut-être baisser le truc. Voilà, sauf que du coup je suis en forme classique et j'ai été redirigé. Et j'étais redirigé vers une page, du coup j'ai du JSON, j'ai error true. En fait j'ai eu le retour de l'action comme si j'avais fetché une API. Pourquoi? Parce que mon action ici en fait elle est toute seule, elle n'a pas de front. Du coup si elle n'a pas de front, si elle n'a pas de composant React exporté, c'est-à-dire que c'est une ressource root. Donc une API classique comme on pourrait avoir sur Express.js en fait. Du coup c'est un petit peu problématique. On va peut-être pas mettre 5 secondes, on va mettre 2. C'est un petit peu problématique. Alors, comment on pourrait faire? Remix propose quelque chose. Si c'est trop long, je vais changer de branche. Catch Pokémon. Alors, il existe un truc qui s'appelle les fetchers. Je pense pas que je vais le traduire, c'est un fetcher. Alors, grosso modo, un fetcher, ça va pouvoir remplacer côté front, du coup, toutes les features qu'il y a dans Remix. Avec les fetchers, vous pouvez faire un form, vous pouvez lire de la data loader, vous pouvez submit de la data, vous pouvez suivre des transitions, vous pouvez... En fait, c'est le meta hook, c'est le hook advanced, comme ils disent, avec une petite info dans la doc. Vous n'allez pas utiliser ce hook. Moi, j'utilise que ça. Du coup, je sais pas ce qu'ils avaient prévu, mais c'est plutôt pas mal. Alors lui, il fonctionne comment? En fait, on fait catch Pokémon et puis il propose un form. Du coup, on peut se tenter ça. Alors, spoiler, qu'est-ce que va faire le fetcher? En fait, il va faire ça va être un form qui va pas créer de navigation en fait. Mais le problème, c'est qu'il crée pas de navigation, il fait rien, mais il se passe pas grand chose en fait. On ne sait pas là ce qui s'est capturé ou pas. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de feedback. Alors, il propose encore autre chose en fait. Et là, je vais tricher parce que je suis en train de tricher mais mal. Alors hop, vous avez rien vu. Ok. Le fetcher en fait, il va proposer une feature qui peut être intéressant en fait, c'est qu'il est capable, lorsqu'on submit un form, c'est là toute la puissance d'utiliser les forms ou l'API fetcher, est capable de savoir les datas qu'on est en train d'envoyer. Donc vous pourriez dire je suis en train d'envoyer je sais pas moi 10 € sur ton compte. Comme ça, pas besoin de mettre ça dans un use state ou quoi que ce soit pour l'afficher dans une petite modale de transition. Vous avez accès à tout ça avec le fetcher, avec les fetchers. Alors comment ce fetcher là il sait que c'est en train d'être submit et qu'il y a une data particulière qui est en train d'être submit? C'est parce que ce fetcher là en fait c'est lui qui produit le form, donc il va traquer le form qu'il a produit. Si vous aviez 50 forms dans votre page et que vous vouliez des fetchers pour suivre l'avancement indépendamment de vos différents formes, vous créeriez autant de use fetcher que vous avez envie. C'est pas parce qu'il y en a un ici que on peut plus l'utiliser et qu'il est lié à un seul truc quoi. Créer une instance. Il crée, pour la const qu'on vient de déclarer. C'est un fetcher particulier, comme les useState en fait. Voilà, c'est exactement pareil. Du coup, c'est cool. Il envoie le truc et on pourrait essayer. Du coup, il va me manquer un truc. Je suis obligé de tricher encore.
promis, je triche rapidement. On va lui envoyer une petite info, je suis perdu. On va lui envoyer une petite info pour s'aider tout à l'heure. On peut mettre des inputs hidden en fait et qui vont être lus. C'est pour ça que je l'ai mis ici en fait. C'est que on aurait pu faire différemment, mais parfois les choses simples c'est très bien. C'est que si dans la data que je soumets, j'ai envie de suivre quelque chose pour savoir si. Parce que là, il faut se dire que la route qui est rendue, c'est pour chaque Pokémon où je suis en fait. Donc si je ne vérifie pas mon état de loading, si je vérifie pas quelle forme je suis en train d'envoyer, bah du coup sur toutes mes pages ça va être il est en train d'attraper quelque chose quoi. Et c'est pas personnalisé à l'ID de la page où j'étais. Donc on peut rajouter des input hidden comme on faisait à l'époque pour passer de la data qu'on va réutiliser quelque part pour nous aider. Et dans le cas présent, je passe dans un input hidden mon Pokémon ID parce que lors de la submission de mon form, je vais envoyer cette info et dans mon petit use fetcher, je vais pouvoir vérifier comparer la data envoyée en hidden avec la data courante du param en fait, de quel Pokémon on est, pour savoir si on est en train de catcher celui-ci ou un autre. Et du coup, je vais arrêter le spoiler. Ok, version finale. Alors au passage, ça run hyper vite. Moi je suis habitué à des trucs qui durent 3 minutes avant de se lancer. Ça change la vie. Revenons vite fait. Ici, et après je vais juste vous montrer comment on peut interconnecter tout. Ici, là, on est en train de traquer si on est en train de catcher le Pokémon sur la page où on est. Si je change de page et je reviens ici, ce serait cool que je vois si on est encore en train de le traquer ou pas. À quoi ça va me servir? Ça va me servir du coup à rajouter des éléments ou bloquer des boutons. Je vais bloquer mon formulaire si je suis déjà en train de l'envoyer, je ne vais pas cliquer comme un fou dessus et je ne vais pas mettre un useState is submitting true et ça va re-render et puis ça sert à rien. J'ai tout ça ici. Et je vais pouvoir m'en servir du coup pour faire aussi quelques petites animations comme faire changer la couleur ou faire bouger des trucs. Allez, on va essayer de capturer celui-ci. Il faudrait juste qu'il soit en erreur. Voilà. Hop. Et on va essayer de le capturer. Ah, trop rapide. Voilà. Et ici, on arrive à faire bouger notre petit Pokéball. Et ici, on vient de connecter aussi une autre partie du front, en fait. Il est en train de le capturer. Puis ça a marché, du coup. Je m'attendais pas à ce que ça marche. On va le libérer. Pourquoi ça marche? Ça, c'est problématique. Hein. Bon, bah admettons que ça marche. Du coup, il est en train de le capturer, mais si jamais ça n'avait pas marché, il serait revenu dans son état initial, non capturé. Tout ça grâce à quoi? Au tracking qu'on est en train de faire sur sa submission data. Et ça va même plus loin. Si on regarde bien à droite, ça clignote, la Pokéball. Et ça, comment on aurait fait aujourd'hui si on avait voulu connecter ces trucs-là? Si on se rappelle tout à l'heure, là on est dans la route, la layout. Pokémon Layout, ils sont ici là. Et vous voyez ici, il a un is catching. Alors comment il peut savoir qu'on est en train de catcher quelque chose? Parce que c'est pas du tout le même composant. On est complètement au-dessus, on est même pas sur une route. Et avant, on aurait utilisé ou Redux, et dans le cas présent, hyper chiant à mettre en place juste pour ça. On aurait utilisé du contexte, React, mais après, du coup, on aurait empilé les contextes si on avait plusieurs trucs. Et là, miracle, c'est que Remix est capable de suivre tous les fetchers qui sont en train de se passer sur l'arbre courant de la navigation. Et comment ça marche? C'est tout à l'heure, on a utilisé notre fetcher ici, et promis, après c'est fini. On l'a utilisé ici, voilà, on a utilisé un fetcher, on a déclaré un fetcher, et en fait ce fetcher, comme on est tout en train de faire côté server-side et que Remix interconnecte son front et son back, il est capable d'utiliser un autre hook qui s'appelle useFetchers avec un S, et à l'intérieur vous êtes capable du coup de trouver tous les fetchers et de filtrer pour garder que les fetchers qui vous intéressent. Donc ici j'ai fait un find sur les fetchers qui sont en train de faire une submission d'une action, donc l'URL, l'action c'est l'URL dans un form classique, qui inclurait catch, point d'interrogation index, je vous expliquerai pas pourquoi, mais quand on a une route qui s'appelle index comme ça, malheureusement la route doit s'écrire comme ça pour des raisons techniques, peut-être que ça changera plus tard.
Et donc là, on va récupérer que le fetcher qui est en train de pousser de la data sur ce truc-là, et qui en plus aurait une data avec un Pokémon ID. Et qu'est-ce que ça va faire ici? C'est que je vais récupérer ce form data get Pokémon ID. Donc ici, j'ai l'ID du Pokémon qui est en train d'être attrapé. Et comme dans la liste, j'ai la liste de tous les Pokémon, un bet, est-ce que le Pokémon ID qui est en train d'être rendu ici est égal à celui que je suis en train d'attraper? Si oui, alors magie, on fait bouger des petits trucs. Et cette capacité-là, les fetchers, à obtenir de la data d'une route, qu'importe où elle est réalisable grâce au fait que les loaders soient adaptables en parallèle et parce qu'on a utilisé les fetchers. Bon, ça tombe sous le sens. Et c'est pas le seul truc qui existe parce que tout à l'heure on l'a vu, on avait notre catch là qui était une modale. Coucou, tu l'as attrapé. Et en fait, elle, comment on a su rendre du CSS qui la fasse passer au-dessus, parce qu'après tout c'était une sous-route comme celle-ci là. C'était juste une sous-route, ce truc-là est une sous-route, on le voit dans l'URL, c'est /release, alors que là on était sur /evolution. Et du coup, comment on a réussi à la faire passer au-dessus de tout le monde, comme si c'était une modale, grâce à un truc qui s'appelle handle, donc encore une fois, convention de nommage. C'est un objet que renvoie à vos routes, vous pouvez y mettre n'importe quoi dedans. J'insiste là-dessus, c'est vous pouvez du coup mettre, ça pourrait être, est-ce que ça participe à un breadcrumb, et dans ce cas-là, vous metteriez le nom de la route. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et ça sert à quoi? Ça sert à un moment, ça sert quelque part. Par ici, vous avez un hook qui s'appelle match. De la même façon qu'on avait les use fetchers, on avait la liste des fetchers en cours. Vous pouvez, sur toutes vos routes, vérifier ce qu'il y a dans le handle, en fait, ce qui va matcher avec le handle. Et ça pourrait aussi être n'importe quoi, sur route pour faire une logique associée. Moi ici, j'avais besoin d'identifier des routes que je déclarais comme des modales pour pouvoir les traiter comme des modales lorsqu'elles deviennent des outlets dans mon layout. Dire, si la route là qui arrive is modal, donc c'est pour ça que j'ai fait un petit hook là pour pouvoir le réutiliser partout. Si cette route là est une modale, alors elle va avoir du style particulier pour passer au-dessus des autres éléments du layout et être traitée comme une modale. Mais ça peut être valable pour plein de trucs. Il n'y a pas très longtemps, on a aidé quelqu'un sur le Discord de Remix à virer une navbar dans une route en particulier. C'était un blog post, parce qu'elle en héritait de son layout, parce que le layout a mis une navbar pour tout, mais ici il n'en voulait pas. Alors on utilise handle et un use match, et puis précisément pour ces pages-là, on retire. Hop, back to slide. C'était rapide, il y en a un peu partout. Je vous mettrai le code si ça intéresse des gens. C'est pas le code le plus beau de la vie. Si vous voulez un code magnifique, il y a celui-ci. Autopromo, c'est ma stack. Alors je fais genre, je me vante, mais pas du tout. Les stacks, rapidement, c'est quoi? C'est qu'on travaille tous en entreprise et on a un peu des besoins de faire des templates. En fait, on a fabriqué un bout de code Remix avec notre authentification maison, nos petits hooks, nos petits trucs. Et on n'a pas envie de faire une lib interne sur notre registry NPM interne. On n'a pas envie de cloner un repo pour repartir. Eh bien, on crée une stack. Une stack, c'est un projet Remix avec un truc un petit peu particulier, un folder qui s'appelle init. Tout est dispo sur GitHub, parce que du coup j'ai fait une stack. Et ce que ça va faire, c'est que vous pouvez générer un nouveau projet Remix à partir d'un template. Alors une fois qu'il est généré, il ne va pas se mettre à jour tout seul. Ça, c'est important à savoir, c'est pas un truc qui, une fois que vous l'avez fait, vous avez fait une petite modif dans votre stack, elle ne va pas en hériter. Soit vous refaites à la main, soit vous recommencez. Mais ça permet du coup de centraliser votre métier dans votre entreprise. Nous, par exemple, à Seed School Octopia, on a fait quelque chose, on a connecté Remix et... comment ça s'appelle déjà? Keycloak, merci. Et Keycloak, on a fait tout un truc et, pour gérer les sessions, etc. Et on aurait pu en faire une stack. Ça aurait été la suite à vous de jouer pour faire une stack d'ailleurs. Faire une stack comme ça, toutes les personnes à Octopia Seed School qui veulent créer un nouveau projet et qui ont besoin de l'authentification Keycloak maison, génère ça depuis la même stack et du coup c'est pas mal. Donc moi j'en ai fait une pour la communauté, j'avais un besoin, je travaille beaucoup avec Fly.io pour déployer mon remix et Supabase et j'ai fait Supafly stack avec toute la problématique de refresh token,
qu'on peut avoir, parce que du coup on parlait tout à l'heure de hot, et les tokens en fait il faut les régénérer. Dans tous les exemples qu'on trouve sur internet, visiblement ils s'en foutent. Une fois qu'on a accès à ce token, c'est bon. Mais moi pour mes besoins, j'avais besoin que ce soit régénéré, et donc il y a toute une stratégie avec Remix, c'est du 100% Remix, sur de la régénération et restockage de tous ces tokens réactualisés côté backend. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. C'est totalement gratuit. Et j'ai un one more thing. Alors là, il faut être chaud et levé de bonheur pour éventuellement comprendre ou voir son intérêt direct. React 18 est sorti et on entend tous parler de suspend et deferred. On en a entendu vaguement parler. Comme quoi un composant va se rendre un jour suspense, et éventuellement avec de la data deferred qui viendra de quelque part. Eh bien Remix, comme sont des pros du React, ils ont déjà bossé sur quelque chose. Et on l'a vu tout à l'heure, les datas pour une page, que ce soit dans un layout ou dans une sous-page, en fait sont rendues par les loaders. C'est cool. Mais si dans la page que j'ai de la data, j'ai besoin tout de suite, elle est rapide à avoir, mais une autre data pour un aside à côté, c'est pas grave si elle arrive tout à l'heure. Enfin, c'est pas grave si j'ai un petit spinner pour dire qu'elle arrive. Du coup, j'ai menti au retour du loader. Mais comme elle va venir du même loader, elle va ralentir l'affichage de ma page. Parce que cette data-là, je renvoie, je sais pas moi, ma liste des projets et puis les dernières notifications de tous mes projets, pensez Jira. Et si tout ça arrive du même loader, c'est lent. Après, on pourrait du coup se dire, je vais l'appeler côté front, mais pourquoi perdre du temps? En fait, on pourrait dire à notre backend, hey, je vais avoir besoin de cette data, vas-y, va la chercher. Et par contre, rends-moi ce que je veux là tout de suite. Eh bien, c'est ce que propose React, mais pas super facilement utilisable, et c'est ce que propose du coup Remix. Vous allez pouvoir bientôt là, et c'est aussi valable sur React Router, vous allez au lieu de renvoyer du JSON, renvoyer du deferred. Donc c'est une API AE, c'est pas le vrai deferred de React, c'est une implémentation de ce deferred qui se base sur le React Server Component, etc. Bon, un peu compliqué. Ici, en fait, on va lancer des promises sans await. Donc, je sais pas si vous êtes habitué à faire ça, mais en général, on balance plein de trucs, puis après, on fait un gros promise.all, puis on attend que tout arrive. Voilà, c'est à peu près le même principe, on balance toutes nos promises, et on va juste awaiter celle qu'on veut tout de suite, la data qu'on veut tout de suite, les 10 premiers Pokémon ici, par exemple. Et le reste, c'est pour plus tard. Ça arrivera, mais c'est pas grave. Ce qui va se passer, c'est que le loader va rendre. Et du coup, s'il rend, la page se rend. On a tout de suite la data avec les first 10 items qu'on récupère ici. Dans le use loader data, on va toujours récupérer first 10 et rest. Bon, sauf que rest, en fait, c'est deferred. Et si on veut connecter tout ça, en fait, on va utiliser deferred, un composant. Là aussi, c'est un composant Remix qui se base sur le suspense et deferred de React. On le voit, le fallback. Bon, en fallback, on pourrait mettre un spinner, pourquoi pas, pour dire cette data va arriver. On wrap ça dans un deferred, on lui dit quelle data il va obtenir bientôt. S'il l'a tout de suite, tant mieux. Il va rendre notre composant ici. Donc, il s'appelle deferred Pokémon, c'est pas obligé, c'était pour nuancer le bazar. Et ce composant, en fait, va avoir un nouveau hook, use deferred. Et il va recevoir du coup ce qui est passé en data ici. Et qu'il l'ait tout de suite ou maintenant, c'est pas grave. Le reste, ça va être deferred qui va s'en occuper et qui va rendre la data dès que c'est dispo. Et ça, franchement, c'est une major feature qui arrive. Enfin, quand j'ai vu ça, je trouve ça hyper impressionnant parce que sur un loader, on va pouvoir envoyer la terre entière si ça nous chante et ne pas être ralenti et continuer d'avoir une page qui s'affiche à la vitesse de la lumière. Et voilà. Et n'hésitez pas, vous pouvez aller voir le site qui fait peur. Et surtout, si vous touchez à Remix, même si vous avez des problèmes, si vous maîtrisez un peu l'anglais, venez sur le Discord. Franchement, il y a des gens là-bas, c'est des puits de savoir. Ils répondent aux mêmes questions toute la journée, je ne sais pas comment ils font. Il faut juste leur parler anglais ou alors, au hasard, vous verrez ma tête quand j'avais des cheveux. Parce que je trouve ça hyper cool en fait d'être sur ce truc-là et parfois on échange. Alors on peut passer des heures à échanger, donc n'hésitez pas à rejoindre les Discord. Moi, c'est la première fois que je rejoins des Discord, ça fait un peu peur, ils parlent tous anglais, ils savent tout mieux que moi, mais c'est vraiment pas mal. Si vous vous lancez dedans, ce sera la meilleure source de réponse rapide. Et voilà. Merci. Tout était trop là. Si vous avez des questions, Discord. Non, je rigole.
Moi j'ai une petite question sur le côté serveur du coup. Oui. Quand on rend du côté serveur, il y a des configurations. En général, on va utiliser par exemple Nginx, Apache, n'importe. Ouais. C'est basé sur quoi? HTTP serveur de Node, c'est quoi? Alors ici, là, ce qui est caché, je vais essayer de le trouver, c'est... là, je suis sur un remix serveur, donc c'est un express un peu simplifié. Okay. Tout ce qui va changer, si tu changes d'implémentation, donc moi j'ai pris le remix express, si tu changes d'implémentation, c'est la partie entry.server qui va changer et il va falloir, en suivant la doc, parce que tout est expliqué dans la doc évidemment, mettre le bon code qu'il faut. Alors si vous faites un npx create remix, il va vous demander qu'est-ce que tu veux. Il y a une con, il te dit au début qu'est-ce que tu veux, je veux sur Cloudflare, parce que oui ça se déploie dans le Edge, oui je l'avais dit tout à l'heure. Je veux Express, je veux Fly.io, je veux Vercel, je veux Netlify. Et en fonction de ça, cette partie-là va changer, va s'adapter au conteneur de destination. Et si tu as changé d'avis entre temps, c'est pas grave, tu génères un projet à côté, tu regardes ce qui est fait, tu copies-colles, et voilà. Plus tard on va pouvoir migrer. Et après, devant, en fait, tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux mettre un Nginx, etc. Ça reste un serveur Express ou Create React App de base. Et donc, quand tu le déploies en production, c'est en runtime, normalement. Ouais, alors, quand on déploie en production, généralement, on va en faire un Docker. Donc là, il y a un Dockerfile, Remix va fournir le Dockerfile en fonction de la cible qu'on a choisie. Oui, parce qu'il y a quand même un environnement sur la taille des postes et des choses comme ça qui sont importantes. Sur là ? La taille du Maxfile, par exemple. Ouais, alors ça, c'est encore autre chose. C'est à chaque fois que tu vas utiliser ça pour faire de l'update de fichiers, donc multipart, tu vas utiliser des méthodes qui s'appellent unstable _ quelque chose. Du coup, unstable, tu sous-entends que ça arrive, c'est déjà fonctionnel sur Remix, le loading de fichiers. C'est encore instable. Dernièrement, une version mineure, ils ont changé l'API. Pareil, si ça t'intéresse, ce genre de truc, j'avais fait un POC, je sais pas où, pour hoster sur... là, c'était Supabase, mais ça marche aussi pour S3, etc. En général, dans la doc, vous avez, il y a quand même des exemples. C'est plutôt pas mal en cas concret. Voilà, Dockerfile. Par rapport au fait, est-ce que tu peux créer juste uniquement un serveur, une API, et pas de front, comme par exemple sur Rails le propose, on peut faire des API juste avec Rails et pas de front. Est-ce que c'est le même principe ou ça se fait bien ou pas? Alors oui, disons que qu'est-ce qui justifierait ça en fait, d'utiliser Remix pour pas sans faire de front? Ça pourrait être ça qui pourrait être difficile à justifier à un lead dev ou un architecte pour se dire utilise Express quoi. On peut. Moi perso, sur des projets, j'ai déjà envisagé de ne pas avoir mes loaders forcément avec la vue, mais de faire un petit dossier ici qui s'appellerait API et qui aurait peut-être les mêmes URL que je vais avoir dans cette autre partie-là, juste parce que peut-être au cas où j'ai besoin d'utiliser ça sur une appli mobile en plus de mon front, je voudrais avoir que des routes qui répondent et qui crachent du JSON. Si je devais utiliser Remix que pour faire une API sans jamais avoir de front, je me dirais pourquoi pas. Pourquoi pas, parce que ça reste une surcouche à Express. Et après tout, si je trouve ça plus intéressant de faire des actions et des loaders que de faire des contrôleurs et des app.use et enchaîner les middleware sur Express, moi je dirais essayons, pourquoi pas. Ça rendra le même truc au final. Le côté structure de fichiers aussi qui est intéressant. Ouais, on pourrait en bénéficier pour ça. Et demain, il va y avoir ce qui s'appelle les flat routes. Donc ce que vous voyez là, en fait, on pourrait déjà le faire, hein. Je ne l'ai pas fait là pour simplifier le truc. On pourrait avoir un fichier qui s'appelle pokédex.$pokémonid.catch.$registration.id. Ouais, et ça c'est défendu par Remix. Pourquoi? Parce que si on est tout flat, qu'on a des dossiers tout flat, avec toute l'URL dans les dossiers, sans ouvrir 50 sous-dossiers, on est capable de lire toutes les API de notre appli. Mais pour que ça marche aujourd'hui, si vous mettez dans route ici un autre fichier qu'une route, un composant ou un truc comme ça que vous voulez réutiliser, vous voulez créer un petit composant ici, vous voulez dire bah tiens je vais le mettre dans le catch parce que j'utilise qu'ici, lui il va croire que c'est une route et du coup ça va planter.
mais à la V2, et c'est déjà disponible aujourd'hui, mais c'est un petit peu bizarre, c'est porté par la communauté, ça marche pas toujours super bien. C'est déjà possible aujourd'hui. Ce qui prévoit demain, c'est que le dossier porte le nom de la route. À l'intérieur, tu as un fichier index qui sera le code de ta route avec tes loaders, tes actions. Et tout ce qui est à côté ne sera pas pris en compte par le compiler et sera vu comme tu ferais, tu mettrais tes components, tes trucs comme ça, quoi. Ils sont encore en train de débattre parce qu'ils sont le cul entre deux chaises, entre dire à la communauté il faut faire comme ça et pas autrement, et faites comme vous voulez. Mais le problème du faites comme vous voulez, c'est que c'est celui qui gueule le plus fort qui va imposer une norme et on ne sait pas pourquoi. Vaut mieux que ce soit un peu officiel s'ils veulent encore plus d'adhésion à voir dans le futur. T'as dû t'amuser. Je m'amuse tous les jours. Moi, je vais utiliser ça en situation pro dès après-demain. Voilà, parce que j'ai arrêté ma mission et je me lance dans un autre truc et la techno, c'est Remix. Alors peut-être, je vous dirai, en fait non, je ne connais pas parce que peut-être je vais regretter. Mais pour l'instant, l'époque que j'ai commencé à faire et travailler sur la stack que j'ai publiée m'a quand même énormément aidé à, même si ça ne se transcrit pas là, parce que c'est vrai que c'est un peu brouillon, il y en a partout, il y a tellement de choses à montrer, aide énormément en fait à comprendre les arcanes de ce qu'était le web avant, toute la magie qui arrivait. Travailler les sessions, les cookies, je parle beaucoup, mais c'est le cœur du truc quand on fait une authentification. Et on en réapprend beaucoup en fait à coder comme sur le site du zéro pour ceux qui connaissent il y a 20 ans ou 15, je sais pas. Open Classroom maintenant pour les jeunes qui sont ici. Avant il y avait Zozor à la mascotte. Encore un bouquin de la Voilà. Et on kill le serveur. Pas d'autres questions du coup? J'ai une petite question par rapport Ouais. au hook newsletter, un hook que propose Remix. Est-ce qu'il y a des routes API qui sont un peu cachées pour récupérer par exemple la transition ou le statut d'un fetch qui est fait? Alors là pour le coup j'ai parlé du use fetcher pour traquer un form produit par le fetcher. Il existe d'autres hooks qui s'appellent use transition, on l'avait vu tout à l'heure en démo, qui lui est capable de choper la transition de l'unique forme qu'on aurait sur la page. Je crois pas j'ai un doute sur le fait qu'il chope toutes les transitions de la page. Mais après, je sais pas si c'était vraiment ça ta question. C'était plutôt, est-ce qu'il y a, d'une façon externe, on peut accéder au statut d'une transition ou d'un... Alors, ce serait où cette façon externe où tu voudrais traquer ça? Je sais pas, mais par exemple, un service externe peut avoir besoin de savoir le statut d'une requête. Un peu comme ce qu'on avait fait ici, là. Parce que là, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Le menu de droite a traqué l'état d'avancement du capturé. D'accord. Un autre client ait connaissance du travail qui est en train d'être fait sur le serveur. Ouais, c'est ça. Parce que comme il y a un côté client, un côté serveur, je suppose que eux ils fonctionnent comme ça. Est-ce que c'est pas une route cachée de leur part? Alors, ouais, je vois. Alors, il y a une grande partie effectivement, il y a une communication sur Remix sur la transition, parce que le back-end reçoit l'action à traiter, et côté front, il est connecté. Alors, on peut spoiler un peu, il y a quelque chose d'autre qui va arriver, j'en avais pas parlé dans le One More Thing, parce que je ne connais pas trop l'état. Visiblement, c'est dans une PR bien cachée sur GitHub. On connaît tous Socket.io et le streaming de data, et en fait ça va arriver dans Remix, aussi simple que faire un use machin truc pour pouvoir faire du streaming en fait entre un loader ou je pense aussi une action et le côté front, et c'est peut-être ce qui répondra à ta question. Et moi j'ai vu une démo en fait d'un chat sans Socket.io, et j'attends qu'une chose, c'est qu'ils sortent. S'ils sont malins, sur NPM, en fait, on ne peut pas tester trop leur package en pré-flight ou etc. Il faut aller chercher soi-même s'ils l'ont mis les routes, rebuilder Remix quand ça marche, parce que c'est pas fait pour être utilisé par n'importe qui. Et il y a des petits trucs comme ça, ils sont un petit peu secrets, mais ils travaillent beaucoup en fait à nous simplifier la vie sans tout nous masquer.
Donc peut-être que ce truc-là, quand ça va sortir, ça répondra à ton besoin. Sinon, pour faire éventuellement ce qu'il veut, c'est lorsque ton fetcher il a son état de transition qui va arriver, je sais pas, sur un statut complete, il envoie en base de données ou via un autre élément, je sais pas, comme quoi le statut est complete, et l'autre, ton client externe, va récupérer l'élément dans la base de données et tu fais des reloads en fonction de ce que tu as besoin, je pense. Effectivement, tu peux régler ça sur du component fetching, enfin faire une logique full component. Tu peux te faire un hook. Et pour ça, tu peux te créer une ressource route et faire un use fetcher qui va aller submit sur une autre route. Bon, voilà. Pour la prochaine fois, ça. Qui va traiter le résultat d'une autre route. Le fetcher est capable de pousser ailleurs, de lire la data qui vient d'ailleurs et de faire un load pour lire un loader. Les fetchers, c'est magique. C'est se casser la tête un peu. Eh bien, ça se dépend entre. Ça dépend de ce que tu as besoin, bien entendu. Moi, j'utilise effectivement HTTP pour tout, pour refresh. Je fais des redirections vers des routes de refresh. Au final, c'est instantané parce que du coup, s'il ne redirige pas vraiment au final, vu que ça va se faire tout côté serveur, on le voit dans le network, mais il n'y a pas d'effet visuel en fait. On ne voit pas d'écran qui brille. Et utilisons HTTP jusqu'au bout. Parfois, une navigation, une redirection ou un post quelque part, c'est peut-être mieux que 50 use state ou autre. Mais voilà, tu peux utiliser aussi use query et tout dedans. J'en ai parlé tout à l'heure, pas en mal, en disant on peut s'en passer. Ça reste du React, côté front. Tant que tu ne le fais pas côté back-end, de toute façon, tu seras arrêté direct. On peut utiliser tout ce que vous connaissez, ça ne remet pas en cause tout ce qu'on connaît. Par contre, ça remplacerait les BFF. Voilà. Je dis ça pour ceux qui utilisent des BFF. Avec ça, si le front-end est capable d'appeler des API à droite à gauche et de faire la data comme il veut, quand il veut, tout de suite, pourquoi pas. Désolé pour les anciens d'Octobia qui pourraient regarder cette vidéo où je dénigre la BFF. Voilà. Merci beaucoup. Évidemment, merci. On va passer donc à la conclusion. Donc déjà, merci beaucoup à nos deux intervenants, Raphaël. Et moi, je vais juste vous parler des prochains événements qui arrivera du coup assez rapidement. Donc le mardi 21 juin, on aura du coup juste un afterwork par ControlUp cette fois-ci. Donc là, vous venez juste discuter, boire un verre, vous faire du réseau, ce que vous voulez, chercher du monde. Et ensuite, il y aura deux autres meet-up. Alors le meet-up numéro 3, on n'est pas exactement sur la date, mais normalement, ça sera bien le 30 juin, où ce sera un hors-série, où là, on racontera des projets ratés. Toujours des success stories, mais en vrai, des ratés, ça existe et ça peut être intéressant. Pardon ? Une semaine de meet-up, c'est bien. Ouais, bah, j'ai proposé de raconter ma vie, mais malheureusement c'était trop long. Donc du coup, ce sera juste 3 intervenants pour raconter des projets ratés. Et le 4e meet-up en juillet, où là aussi on n'est pas sûr des sujets, mais ça sera sûrement sur les tests de performance et RxJS. Voilà, merci beaucoup. Merci.